Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. On continue de s'intéresser aux élections législatives anticipées. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de la 3e circonscription du Rhône où on accueille la députée sortante. Bonjour Marie-Charlotte Garin. Bonjour. Donc vous êtes écologiste, investi par le nouveau Front Populaire. Vous avez gagné, on va dire, assez facilement la circonscription en 2022. Circonscription qui vous semble probablement encore plus favorable. Le périmètre du nouveau Front Populaire, qui était celui de la NUPS hier, aux élections européennes, a progressé de plus de 10 points pour arriver quasiment à 53,5% des suffrages. Comment vous expliquez cette bascule sociologique de la circonscription qui avant avait été pendant 2 mandats, celle de Jean-Louis Touraine, Renaissance, majorité présidentielle. Comment vous expliquez cette bascule sociologique ? Peut-être rappeler que Jean-Louis Touraine, avant d'être Renaissance, il était au Parti Socialiste, donc il y avait quand même un ancrage historique à gauche sur cette circonscription. Aujourd'hui, je crois que c'est une circonscription à l'image d'une certaine sociologie à Lyon, avec beaucoup de jeunes notamment qui arrivent, beaucoup de jeunes parents et de jeunes familles, pour qui avoir un air plus respirable, s'attaquer au réchauffement climatique, la redistribution des richesses, ça fait sens aujourd'hui. Donc c'est normal, entre guillemets, qu'ils puissent se reconnaître dans un électorat, ou en tout cas dans une offre politique qui soit de gauche, progressiste et humaniste. Je crois que moi, pendant 2 ans, j'ai aussi essayé de travailler à un renouveau des pratiques politiques, aussi à l'Assemblée nationale. J'ai des retours plutôt positifs sur le terrain, mais ça ne change rien au fait qu'on ne lâche rien. On est tous les jours sur le terrain, en tractage, en porte-à-porte. On fait une belle campagne très dynamique, avec aussi beaucoup de personnes qui nous rejoignent qui ne sont pas partisanes. C'est important de le souligner parce que ça avait été déjà le cas en 2022 avec la fameuse NUPES. Aujourd'hui, avec le nouveau Front Populaire, c'est un afflux massif. Beaucoup de gens aussi qui sont inquiets de voir arriver le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Et ça, je me félicite parce que ça participe quand même aussi d'une redynamisation de la vie politique locale, avec beaucoup de gens qui s'investissent pour la première fois dans une campagne électorale et qui, je le souhaite, continueront à s'investir aussi sur le temps long, parce que la politique, c'est pas juste une fois dans les urnes. Vous qui avez connu la NUPS et le nouveau Front Populaire, est-ce que le nouveau Front Populaire, il est plus dur à incarner? Est-ce qu'il est accueilli différemment de la NUPS? Il y avait eu, on s'en souvient à l'époque d'ailleurs, à gauche, cette alliance avait été saluée. Aujourd'hui, cette alliance, elle est parfois critiquée. Est-ce que vous le sentez sur le terrain? Elle est critiquée comme elle l'avait été aussi en 2022. Sur le terrain, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment beaucoup d'enthousiasme. Typiquement, on annonce la dissolution le dimanche soir, enfin Emmanuel Macron annonce la dissolution le dimanche soir. Le mardi soir, on a 350-400 personnes qui se réunissent spontanément place Badourian dans le 3e arrondissement face à cette urgence. Et ce qu'incarne le nouveau Front Populaire aujourd'hui, je crois que c'est une forme de responsabilité. De dire, on met les engueulades de côté, on met les égos de côté, on se concentre, on se met d'accord sur un programme. Alors, vous n'y arrivez pas toujours, parce qu'il y a toujours cette question de qui sera le Premier ministre, de celui qu'on va qualifier d'épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, qui peut effrayer certains électeurs, ou en tout cas qui peut effrayer même certains candidats du nouveau Front Populaire. Quelle est votre position là-dessus? Mais la rupture, finalement, elle va plus loin que dans le programme, elle va aussi dans les pratiques politiques. Et ce qu'on dit là, c'est qu'on sort de la surpersonnalisation de la Ve République qui met par exemple un Macron au centre du jeu, un Bordella au centre du jeu, et on dit, en fait, il va y avoir un collectif qui va être élu le 7 juillet, et qui va choisir collectivement de qui sera le premier ou la première ministre pour diriger cette équipe et ce gouvernement. Et ça, c'est fort, parce que ça veut dire que, pour une fois, on met le programme, la méthode, avant les personnes. Et ça, moi en tout cas, c'est ce que j'attends d'un renouveau des pratiques politiques, c'est ce que j'ai essayé de porter pendant 2 ans, c'est vers ça qu'on doit aller, et je trouve que, attendons le 7 juillet, et à ce moment-là, nous pourrons choisir qui sera notre premier ou notre première ministre. Pour l'instant, il n'y a pas de nom d'écologiste. Est-ce que ça acte d'une certaine manière votre recul dans ce que vous pesez à gauche après les européennes qui ont été une campagne assez compliquée? Et même, est-ce qu'à Lyon, vous pensez que c'est un avantage d'être candidate écolo, ou est-ce que vous sentez finalement que la politique menée par les majorités de Grégory Doucet ou Bruno Bernard peut parfois être un handicap? Être écologiste, c'est une force aujourd'hui, puisque qui a permis l'accord du nouveau Front Populaire? Ces écologistes. Je rappelle quand même que cet accord historique, il a été signé au siège des écologistes, parce que les écologistes ont fait effectivement une force médiane de dire, en fait, attention, l'heure est trop grave, il faut mettre tout le monde autour de la table, et on ne va pas exclure un tel ou une telle pour telle ou telle raison. Tout le monde doit faire front commun. Et ça, c'est notre force, c'est notre capacité de pouvoir parler à tout le monde aujourd'hui. On a l'exemple de la métropole et de la ville de Lyon, où on gouverne déjà en union des gauches et on change la vie des gens au quotidien. On ne dit pas que c'est simple, forcément, mais en tout cas, ça montre une offre politique qui existe déjà dans les territoires. On parle de Lyon, on n'est pas les seuls, il y a d'autres villes et d'autres départements, d'autres régions en France où c'est le cas. Mais c'est l'exemple très concret. Nous, la campagne, elle se passe très bien, l'accueil est très positif sur le terrain,
et les gens saluent simplement le fait qu'on se soit réunis ensemble. Et c'est ça la force aujourd'hui qu'on doit regarder. C'est-à-dire, il y a un programme, il y a une équipe pour le porter, et demain, il faut qu'il y ait les personnes qui aillent voter dans les urnes pour que ça puisse se concrétiser. Le programme, justement, on va y venir. Il constitue d'une certaine manière une forme de retour en arrière, puisqu'on revient sur la réforme des retraites, sur celle de l'assurance chômage. Est-ce que ça ne montre pas aussi une difficulté quand on est aujourd'hui à gauche, à savoir inventer le monde de demain, de simplement dire on revient à celui d'avant? Il faut rappeler peut-être que la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, ce sont des réformes qui sont passées par le coup de force, par la Macronie, et avec brutalité. C'est-à-dire que la réforme des retraites, on a eu des millions de gens dans la rue pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et pourtant la Macronie a dit qu'elle passerait en force, contre l'avis de l'intersyndicale, qui sont quand même les premiers experts, quand même des travailleurs. Même chose pour l'assurance chômage. Demain, si vous n'avez pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous serez peut-être obligé de passer par le 49.3. Oui, mais on s'opposera bien évidemment à toutes les réformes de casse sociale, en fait. Il faut rappeler si la vous êtes au pouvoir, peut-être que vous serez aussi, vous, demain, obligé d'utiliser le 49.3. Demain, en fait, c'est quoi le progrès social ? Est-ce que c'est forcer les gens à travailler plus longtemps et dont les personnes, notamment les femmes, qu'on a applaudi pendant le Covid aux 20 heures parce que c'était les travailleuses essentielles, les forcer à travailler plus longtemps alors que déjà on croise des aides-soignantes à 30 ans, elles nous disent qu'elles n'en peuvent déjà plus, qu'elles ont le dos cassé. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de voir? C'est ça le progrès social? Le progrès social pour moi aujourd'hui, c'est aller vers plus de temps libéré, typiquement. Et on l'avait vu en 36, c'était quoi? C'était les congés payés, le nouveau Front populaire. C'est la réduction du temps de travail. Et à l'époque, on avait exactement les mêmes critiques des trackers, qui disaient « Attention, vous allez vider les caisses de l'État, tout ce que vous faites est dangereux ». Et pourtant, est-ce qu'on n'est pas hyper fiers en France d'avoir des congés payés, de pouvoir avoir des week-ends, d'avoir des droits, en fait, pour les travailleurs? C'est ça, le nouveau Front populaire. C'est ça qu'on va proposer demain aux gens. Alors oui, ça fait peur. Mais moi, je nous interroge. Qui a peur du nouveau Front populaire? L'extrême droite, la Macronie, toutes les personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ça change, parce que ça protège leurs intérêts économiques, leurs petits privilèges. Mais c'est pas possible de se dire qu'en France, une grande nation du monde développé, aujourd'hui, on creuse les inégalités de richesse comme jamais. C'est pas normal que les 200 familles les plus riches possèdent toutes les richesses de plus de la moitié de la population. C'est inacceptable aujourd'hui. Donc nous, notre job, en tant que gauche, en tant qu'humaniste, et pas simplement les gens qui ont eu l'habitude de voter à gauche jusqu'à maintenant, c'est de se dire quel est notre choix de société aujourd'hui entre l'extrême libéralisme et l'extrême droite. Le nouveau Front populaire, c'est la troisième voie. Merci beaucoup Marie-Charlotte Guérin d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.